Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, j'avoue que je suis ravie, vraiment, sincèrement, de voir cette salle aussi bien remplie. Après cette semaine de festival, enfin ça fait déjà une semaine, mais de vous voir toujours présents, eh bien, ça nous fait chaud au cœur. Et quand je dis nous, c'est au nom du festival, mais je crois Eddy Dufourmont aussi est très heureux de voir un public aussi présent. Donc merci de votre fidélité et de votre présence. Eh bien, pour cette nouvelle Unipop Histoire, nous sommes ravis d'accueillir quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, puisque nous avons eu l'occasion de l'accueillir auparavant déjà pour l'Unipop, il y a quelques années, et également au Festival du film d'histoire, bien sûr, en 2018, en 2021. Donc, Eddy Dufourmont est professeur à l'Université de Bordeaux-Montaigne, particulièrement la spécialité de M. Dufourmont, c'est l'histoire politique et intellectuelle du Japon, moderne et contemporain. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez rédigé un ouvrage qui s'appelle « L'histoire politique du Japon de 1853 à nos jours ». Oui. Bon, je ne me suis pas trompée, non. Super. Et ce soir, vous allez donc nous parler de l'Asie, du Japon, après la Seconde Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, mais l'idée, c'est de parler surtout des enjeux mémoriels d'après cette guerre. Tout à fait. Bon, eh bien, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous laisse la parole et cette salle, et on se retrouve après pour quelques questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, et je vous remercie beaucoup d'être venus m'écouter pour parler donc du Japon. Et je remercie également les organisateurs d'Unipop Histoire de me donner une nouvelle fois l'occasion d'évoquer le Japon par rapport à l'histoire de manière générale. Et comme le titre l'indique, la question c'est de parler du rapport du Japon avec la Seconde Guerre mondiale. Mais vous remarquez que j'ai ajouté Asie. Et c'est là justement l'enjeu un petit peu de ce que je vais vous dire pour l'heure à venir. Alors généralement, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, ce qui compte c'est justement l'adjectif mondial, avec l'idée que le conflit a lieu donc, dans toutes les régions du monde et un enjeu global qui consisterait à une sorte de lutte des démocraties contre les dictatures, dans laquelle justement figure le Japon. Et curieusement, il y a une région du monde pour laquelle on ajoute un autre terme, une autre expression, qui s'ajoute à la Seconde Guerre mondiale, c'est guerre du Pacifique. Et qui oppose en fait très souvent dans l'imaginaire le Japon aux États-Unis avec une guerre sur mer, alors qu'en réalité l'Angleterre a joué un grand rôle dans ce conflit. Et pourquoi ajouter précisément ce terme donc, de guerre du Pacifique alors qu'il existe déjà cette guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas ma foi pour d'autres fronts, je crois. C'est peut-être parce que quelque part le Japon représente un enjeu un petit peu à part, justement, dans ce conflit qui est mondial, mais à quel degré ? Et justement, pour le Japon, la vérité, c'est que cette guerre du Pacifique, enfin, cette Seconde Guerre mondiale, représente un enjeu propre, avec un but de guerre particulier, par lequel, en réalité, le conflit avait commencé dès 1931, et pas du tout en 1939-1940. Et de ce fait, il est quelque part assez bizarre de vouloir intégrer le Japon par Pearl Harbor, par 1941, pour rejoindre un conflit qui a commencé en Europe, alors qu'en réalité, pour le Japon, le conflit a commencé bien avant 1939. Ce qui, quelque part, témoigne encore aujourd'hui, sans doute, d'une sorte de vision un peu eurocentrée des événements, alors que tout n'était pas forcément centré en termes d'enjeux sur l'Europe. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu que pour le Japon, en réalité, l'enjeu, ce n'était pas tellement l'Europe, enfin, ça comptait évidemment, mais c'était surtout l'Asie. Et à l'heure d'aujourd'hui, où l'Asie est plus que jamais une région importante pour l'économie mondiale et pour le reste aussi, il n'est pas inintéressant justement de replacer un petit peu les choses et de voir un petit peu du côté japonais comment les choses ont été perçues. Et pas seulement d'ailleurs du côté japonais, on va voir que les voisins asiatiques en fait ont
une part importante justement dans la question de la mémoire de ce conflit. Et comme je l'ai dit à Julia tout à l'heure, dans quelques années, on va rentrer dans la série des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Et ce serait intéressant de voir justement comment l'Asie va occuper une place justement dans cette cérémonie des commémorations qui peut-être sera eurocentrée ou pas, on le verra bien. En tous les cas, pour commencer, donc, j'aimerais parler donc, de ces questions de mémoire avec une première partie pour justement discuter du caractère mondial de ce conflit en montrant que pour le Japon, l'Asie était au centre des enjeux. Et au Japon, pour commencer, il faut bien préciser qu'en fait, à l'heure actuelle, on ne parle plus simplement de guerre du Pacifique, Taiheiō Senso en japonais. On ne parle plus seulement de Deuxième Guerre mondiale, Daini Sekai Taisenso, mais on parle aussi et surtout de guerre de l'Asie-Pacifique, Asia Taiheiō Senso. C'est comme ça que les Japonais désignent le conflit. Et donc, au Japon, on n'est pas du tout dans la chronologie 1939-1945, on est dans une chronologie autre qui va de 1931 à 1945, qui commence avec l'invasion de la Mandchourie, le nord-est de la Chine actuelle. Souvenez-vous de Tintin et du Lotus bleu, c'est de ça dont il s'agit, qui déborde à partir de 1937 avec une invasion générale de la Chine, qui déborde encore en 1940 avec l'occupation de l'Indochine française, et qui déborde une dernière fois, cette fois avec Pearl Harbor et l'occupation de l'Asie du Sud-Est, de plusieurs archipels de l'océan Pacifique, donc une sorte d'extension de l'empire japonais qui atteint des proportions gigantesques, puisque en 1942, au plus fort de l'avancée japonaise, le Japon contrôle un territoire qui part de l'Alaska et qui va jusqu'en Australie, et qui part de l'Inde carrément jusqu'aux îles Hawaï. Donc un territoire absolument gigantesque, bien plus vaste d'ailleurs que ce qu'a pu contrôler l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, mais qui, comme je l'ai dit, est considéré comme quelque chose de relativement mineur, marginal, du point de vue de l'Europe. Or, pour le Japon, les choses sont différentes. Et en fait, le discours des Japonais, lorsqu'ils ont voulu mener ces guerres à partir de 1931, et surtout à partir de 1937 et puis 1942, c'est de faire la guerre pour libérer l'Asie. Quand le Japon occupe la majeure partie de l'Asie en 1942, il entend mettre en place ce qu'il appelle une sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Donc une sorte de projet grandiose. Je ne sais pas pourquoi ça navigue comme ça les images, bon, c'est pas grave. Donc une sorte de grand projet par lequel en fait le Japon entendait non seulement libérer l'Asie, mais aussi et surtout faire de l'Asie le nouveau centre du monde, qu'il dominerait bien évidemment, et par lequel en fait l'Asie remplacerait l'Occident. Donc c'est une sorte de projet mégalomane dans lequel le Japon était qualifié pour être à la fois la nation dirigeant l'Asie, mais aussi, du coup, vous l'aurez compris, le monde futur. C'est pour ça que certains écrivains américains se sont amusés à penser des uchronies dans lesquelles ils imaginaient une lutte future entre l'Allemagne nazie et le Japon fasciste ou fascisant, qui se seraient partagé le monde et qui, du coup, se seraient retournés l'un contre l'autre. Donc la vérité, c'est que le Japon entendait ni plus ni moins que dominer le monde. Donc c'est une sorte d'ethnocentrisme. Et cet ethnocentrisme passait par une libération de l'Asie. Alors libéré de qui? Évidemment, libéré du colonialisme euro-américain. Évidemment, c'est un mensonge, mais on va voir que ce discours-là a des racines profondes. En fait, il faut remonter carrément à 1898 pour voir apparaître le début d'un discours qui entend donner au Japon le rôle et la responsabilité de mener cette guerre de libération. 1898, c'est une date clé dans l'histoire mondiale, puisqu'elle marque l'émergence d'une puissance qui domine aujourd'hui encore ce monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Puisque 1898, vous le savez, c'est l'année où elle fait la guerre à l'Espagne pour lui prendre à la fois Cuba, mais aussi les Philippines. Et les Philippines, c'est le voisinage immédiat du Japon. Lorsque les Américains envahissent les Philippines en 1898, les dirigeants indépendantistes philippins qui croyaient profiter du départ des Espagnols pour retrouver l'indépendance, avoir des Philippines indépendantes, constatent que ce projet va échouer. Et du coup, ces dirigeants-là vont se réfugier au Japon. Donc, très rapidement,
le Japon voit ces Américains arriver pas très loin. Parmi les hommes politiques japonais, il y en a un qui envisage carrément, ni plus ni moins, que dans le futur, il y aurait une guerre entre le Japon et les États-Unis. Cet homme politique, vous voyez sur la diapositive, il s'appelle Konoe Atsumaro. Et les membres de la haute noblesse, en fait, c'est un prince impérial, donc c'est un proche de l'empereur lui-même. Et à l'époque, comme vous le voyez, c'est en fait un jeune homme qui rédige un discours à la chambre haute donc, du Japon. C'est écrit à plusieurs mains, mais qu'importe. Et dans ce discours, eh bien, il déclare que ni plus ni moins, il y aurait dans le futur une guerre entre ce qu'il appelle la race jaune et la race blanche. Gros scandale au Japon à l'époque, parce que le Japon en 1998 n'est pas du tout dans la perspective d'une quelconque guerre de libération de l'Asie. Au contraire, le discours dominant au Japon à l'époque, c'est de s'éloigner de l'Asie et de rejoindre l'Europe. Parce que le Japon entend rejoindre le camp des pays civilisés, pour reprendre les termes de l'époque. Et tout l'enjeu du gouvernement japonais, c'est de mettre fin aux traités inégaux avec l'Europe, de manière en fait à ce que le Japon soit un pays pleinement indépendant et pleinement civilisé. Et pour les dirigeants japonais, l'Asie, c'est la barbarie, c'est une zone complètement arriérée à laquelle on ne peut pas du tout s'associer. Donc ce discours-là vient complètement en porte-à-faux par rapport au discours officiel du Japon. Mais bien évidemment, la médiatisation de ce genre de discours va créer un scandale. Konoe Atsumaro passe outre et la même année, donc en 1998, il crée une sorte d'institut qui s'appelle le Towa Dobun Shoin, dont le principe est très simple, c'est Dobun, c'est-à-dire une culture commune. Entre qui ? Entre le Japon et la Chine. Donc à une époque où il y a une sorte de consensus parmi les Japonais pour mépriser la Chine, mépriser le reste de l'Asie comme étant une zone arriérée, eh bien lui, il se met en porte-à-faux et il déclare qu'au contraire, le Japon devrait prendre conscience qu'il est un pays asiatique et être solidaire de cette Asie qui tombe en fait sous la coupe des Européens et des Américains, puisque rappelez-vous, en cette fin du Xe siècle, les Français mettent la main sur ce qu'on appelle l'Indochine, les Américains les Philippines, les Hollandais sont déjà présents dans l'actuelle Indonésie, les Anglais aux Indes, et ainsi de suite. L'autre date qui joue un rôle clé pour comprendre cette question de mémoire, c'est 1905. Que se passe-t-il en 1905 ? C'est la guerre entre la Russie et le Japon, là où se trouve justement la Mandchourie, au nom donc de la libération de la Corée, puisque le Japon veut mettre la main sur la Corée. La Corée est plus ou moins protégée par la Russie, et donc c'est ce pourquoi ce conflit éclate en 1905. Et comme vous le savez sans doute déjà, le Japon sort vainqueur du conflit. Alors, à l'époque, on l'a plus ou moins redécouvert chez les historiens lorsqu'on a fêté les 100 ans du conflit, donc en 2005. En fait, on s'est aperçu que ce conflit a eu une portée dans le monde entier. Ce n'a pas été simplement un conflit entre les deux pays. En réalité, c'est un conflit qui a été très médiatisé. On a beaucoup de photographies du conflit. Et surtout, on sait que dans les pays colonisés, que ce soit en Afrique ou en Asie, ce conflit a suscité une sorte de buzz, pour reprendre des termes de l'époque, enfin d'aujourd'hui plutôt, qui a fait parler du Japon. Et pour la première fois, beaucoup donc, de pays ont entendu parler de ce petit Japon, très loin en Asie, qui a réussi l'exploit de vaincre une armée, et pas n'importe laquelle, l'armée russe. Et donc, on a pour la première fois la victoire d'un pays dit non blanc contre un pays dit blanc, pour prendre les termes de l'époque encore une fois. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, non seulement il y a le colonialisme, mais en plus, il y a un racisme et une xénophobie décomplexée, affirmée en Europe, aux États-Unis, au point que les migrants japonais qui quittent leur campagne pauvre pour chercher fortune ailleurs, et qui du coup partent dans les îles Hawaï, en Californie, et puis après plus tard au Brésil et au Pérou, se retrouvent face à un rejet de la part des colons américains présents aux îles Hawaï ou des Américains en Californie, justement par racisme,
qui va assez rapidement, en fait, amener à des interdictions d'entrée sur le territoire américain. Donc on va carrément fermer les frontières en Amérique et aussi en Australie pour protéger, si je reprends les discours de l'époque, la race blanche. Et ça, forcément, ça joue un rôle important dans l'imaginaire japonais. Et aux États-Unis, ça frôle même un peu l'hystérie à un moment dans les médias, puisque par exemple en 1911, suite à cette guerre contre la Russie, les Américains sont enclins à imaginer que le futur ennemi du Japon, c'est les États-Unis. Et en 1911, quand il y a une sorte de rumeur qui court comme ça au Mexique, selon laquelle la marine japonaise a créé une base dans la baie de Magdalena, donc au Mexique, et tout le monde s'imagine qu'en fait l'armée japonaise prépare quelque chose de louche contre l'Amérique. Bien sûr, ce sont des fake news, donc pour dire que c'est pas du tout nouveau, mais ça existait et en fait ça projette tout de suite en fait des peurs chez les pays colonisateurs. Donc autant en Égypte, en Inde, on commence à prendre modèle sur le Japon, on veut en savoir plus sur ce pays, en se demandant mais comment ce Japon a réussi non seulement à échapper à la colonisation, mais en plus du coup à avoir une économie florissante et même vaincre la Russie. Autant de l'autre côté, donc du côté des pays colonisateurs, on commence à prendre peur. Et c'est comme ça que, peu après la guerre contre la Russie, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, lance une expression qui va faire Florès, c'est le péril jaune. Et ça va tellement, disons, marquer les esprits et se diffuser que, comme vous le voyez, on a des exemples en français, donc de ce genre de discours qui se répandent. Et puis, vous le voyez à droite, avec l'iconographie, on a une image très claire où vous avez une sorte d'Occident chrétien et qui rassemble les puissances européennes avant tout, qui s'apprêtent à prendre les armes parce qu'approche la menace asiatique, symbolisée par des dragons, des bouddhas. Et le discours, en fait, quel est-il ? Eh bien, c'est le discours sur lequel, dans le futur, va éclater une guerre entre la race jaune et la race blanche. La race jaune, en fait, étant la masse chinoise commandée par l'intelligence japonaise qui s'en prendrait justement à l'Occident. Bien sûr, tout ça, ce sont des fantasmes, mais malheureusement, beaucoup de fantasmes provoquent des choses bien réelles et pas forcément dans le bon sens. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, le Japon a été allié de la France et de l'Angleterre. Il a été un allié très particulier parce qu'il a surtout servi ses propres intérêts en occupant les territoires allemands en Chine et dans le Pacifique, ce qui du coup a largement suscité la méfiance justement de la France et de l'Angleterre, puis des États-Unis. Mais n'empêche, au sortir de la Première Guerre mondiale, le Japon est l'un des pays signataires du traité de Versailles, par lequel donc, le conflit a été réglé, et par lequel le Japon a agrandi ses territoires justement en officialisant l'occupation des territoires pris aux Allemands. Donc le Japon sort tout à fait victorieux, au point même que quand les Coréens et les Chinois osent protester contre la mainmise japonaise sur leur pays, ou la tentative de mettre la main sur leur pays, en 1919, eh bien, les Japonais sont largement soutenus par la France, l'Angleterre et les États-Unis, qui sont elles-mêmes des puissances colonisatrices. Donc le Japon, en vérité, ne devrait subir aucun problème. Et pourtant, parmi les jeunes hommes politiques, il y en a certains, et quand je dis hommes politiques, je devrais dire les jeunes japonais de manière générale, il y a un discours qui commence à apparaître, qui reprend un peu l'idée de Konoe Hatsumaro, selon laquelle le Japon devrait se sentir solidaire des pays asiatiques et prendre les devants. Et parmi ces figures, il y a le fils de Konoe Hatsumaro, Konoe Fumimaro. Alors, je ne sais pas à quel point ce nom est connu aujourd'hui du public français, mais disons que dans les années 40, on le connaissait très bien. C'était peut-être la figure la plus connue au Japon, du Japon, puisque c'était le Premier ministre depuis 1937. Il a été 2 fois Premier ministre, à vrai dire. Donc, lorsque le Japon s'est lancé dans la guerre contre la Chine en 1937, c'était lui le Premier ministre. Et il a été à nouveau dans les années 40, au point qu'il a fait partie des gens arrêtés par les Américains. Et en fait, il s'est suicidé avant d'être capturé par les Américains en 1945. Mais il se trouve que c'est un cousin de l'empereur Hirohito, celui qui a régné jusqu'en 1989. Donc c'est quelqu'un de très important, de la très haute noblesse. Et ce Konoe Fumimaro, on le sait moins, en fait, il a commencé sa carrière
dans la chambre haute, par une déclaration, il a fait comme son père, à vrai dire. Il a fait une déclaration qui est restée célèbre, puisque, en fait, il a été l'un des rares à dénoncer les traités de Versailles en expliquant que le Japon commettait une erreur en allant dans le sens des anglo-saxons, puisque la paix qui s'installait était à ses yeux une paix complètement centrée sur la Grande-Bretagne et les États-Unis, et ça, il ne l'acceptait absolument pas. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'il ne l'acceptait pas? Eh bien, c'est parce qu'il disait que le Japon devait non pas suivre le camp des pays oppresseurs, mais au contraire prendre le parti des opprimés. Alors si on suit ce discours, bien évidemment, cela voudrait dire que le Japon ne devrait pas être dans le camp des oppresseurs. Or, le Japon, vous le savez bien, à ce moment-là, il colonise la Corée, il colonise Taïwan, et même une partie de la Russie, puisque l'île de Sakhalin est occupée aussi par lui, et même une partie de la Chine avec le sud de la Mandchourie. Donc en fait, le Japon fait partie des camps des pays oppresseurs. Mais ça, Konoe Fumimaro l'ignore totalement. Alors il y a une autre figure qui émerge à cette époque et qui va jouer un très grand rôle dans le basculement du Japon vers, disons, le fascisme, c'est Kita Ikki. Kita Ikki, ce n'est pas du tout un aristocrate, ce n'est pas du tout un homme politique, c'est en fait un simple étudiant à la base qui se découvre un intérêt personnel pour la révolution chinoise, celle de 1911, qui met à bas l'empereur mandchou et qui crée une république en Chine. Donc il va en Chine pour assister à la révolution et il considère que la Chine est en train de se réveiller. Et pour lui, ce n'est pas seulement la Chine qui se réveille, c'est l'Asie tout entière qui commence à se réveiller, après le Japon certes, mais quand même, elle commence à se réveiller. Et du coup, il commence à formuler un discours en appelant le Japon, en fait, à aider la Chine en la matière, à exclure les Européens de l'Asie et à instaurer ce qu'il appelle un socialisme asiatique. Alors en 1919, justement, un peu avant Konoe Fumimaro, eh bien, il rédige un ouvrage qui va être très influent dans les décennies qui suivent. Et cet ouvrage, c'est les principes de base pour un plan de transformation du Japon. C'est un ouvrage qui n'a pas été très diffusé à l'époque, mais qui est tombé entre certaines mains, je vais vous dire lesquelles. Mais d'abord, il faut préciser qu'est-ce que veut Kita Ikki dans cet ouvrage. En fait, Kita Ikki considère que le Japon est complètement corrompu, parce que tenu par des élites qui sont trop complaisantes vis-à-vis des Européens et des Américains. Donc la solution pour lui, c'est ni plus ni moins qu'un putsch pour éliminer les élites, un putsch qui serait fait au nom de l'empereur quand même, il ne faut pas plaisanter, et du coup qui permettrait une révision de la Constitution, qui instaurerait un suffrage universel, masculin et féminin, qui instaurerait un État-providence et qui surtout préparerait le Japon à une guerre de libération de l'Asie. Donc c'est une sorte de mélange assez incongru de thèses influencées par le socialisme en vogue à l'époque, avec du nationalisme, et pas n'importe lequel, puisque en fait, Kita Ikki envisage que le Japon, une fois qu'il ferait la guerre et expulserait les Européens et les Américains de l'Asie, en fait, annexerait l'Indonésie, les Philippines, de manière à constituer un empire comptant 250 millions d'habitants, c'est-à-dire autant que la Chine. Et du coup, l'Asie se partagerait entre l'Inde, la Chine et l'Empire japonais. Mais bien sûr, l'Inde et la Chine seraient les petits frères du Japon. Donc, c'est une sorte de mission mondiale qu'envisage Kita Ikki et qui commencerait par un coup d'État au Japon même. Et alors, comme je l'ai dit, ce livre n'est pas beaucoup diffusé, mais il va très rapidement tomber entre certaines mains. Et ces mains, de qui il s'agit? Il s'agit des jeunes officiers de l'armée japonaise. L'armée japonaise, il faut le rappeler, c'est une armée de conscription, donc comme toutes les armées nationales, c'est-à-dire qu'elle recrute largement chez les sujets, en l'occurrence des paysans, puisque le Japon est largement un pays agricole. Et donc, il faut imaginer que beaucoup de ces jeunes officiers qui commencent à prendre des grades, donc lieutenant, capitaine, colonel, général, etc., sont tous issus du monde rural. Et ce monde rural japonais, il faut le souligner, est en pleine crise, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais ils sont issus de ce monde rural en crise, ils ont conscience de là où ils viennent, et eux aussi, en fait, ils sont enclins à accuser les élites de malmener le peuple
et donc vous voyez la chose venir, ils vont pas tarder à se considérer comme étant les héros du peuple pour justement éliminer ces élites. Et comme ils se veulent nationalistes, ils adhèrent totalement, pour certains d'entre eux, aux thèses de Kitaiki, et donc ils vont, eux, passer à l'action, ce que ne va pas forcément faire Kitaiki lui-même. Alors, Kitaiki n'est pas le seul à parler. Il y a une autre figure sur laquelle il faut s'attarder pour comprendre comment l'asiatisme, cette idée de libération de l'Asie et de communauté asiatique émerge dans ce Japon des années 1920, c'est Okawa Shumei. Okawa Shumei représente un cas de figure très différent. Il ne s'agit pas d'un marginal qui s'est perdu quelque part en Chine et qui a assisté aux événements politiques dans ce pays. C'est un universitaire qui a étudié dans une université très prestigieuse, puisque c'est l'université impériale de Tokyo, la plus prestigieuse des universités japonaises. Et en tant qu'étudiant, il étudiait le sanskrit, donc vous direz rien de bien méchant, sauf que le sanskrit, c'est la langue de l'Inde. Enfin, c'est une des langues parlées en Inde. Enfin, elle n'est plus trop parlée en ce moment, mais bref, vous m'aurez compris. Et comme il s'intéresse à l'Inde, de par cette étude du sanskrit, il finit par tomber sur un ouvrage en anglais qui évoque le mouvement indépendantiste indien, qui est loin de se limiter à Gandhi, hein, il faut le préciser, mais qui commence à émerger. Et c'est là, pour Okawa Shumei, cet ouvrage anglais a été un choc. Parce qu'il s'est rendu compte, du coup, que l'Inde, ce n'est pas ce pays de culture très ancienne qui existait et existe toujours, mais c'est aussi et surtout un pays occupé par les Anglais qui aspire à redevenir indépendant, du moins à se construire comme nation. Et du coup, il décide de passer à l'action et il commence à contacter les patriotes indiens au point de les accueillir au Japon. Aux grandes dames du gouvernement japonais, parce qu'à l'époque, les Anglais pourchassent ces indépendantistes indiens et du coup demandent au Japon de l'aider justement à pourchasser ces indépendantistes indiens. Donc il y en a plusieurs comme ça, notamment Rash Behari Bose, pour donner l'un de ses noms, donc pour dire qu'il n'y a pas que Gandhi. Hein. Donc certains indépendantistes indiens se réfugient au Japon et commencent à prendre contact avec ce Okawa Shumei, avec l'idée que peut-être que le Japon pourrait aider l'Inde à devenir indépendante. Donc vous voyez comment les choses évoluent rapidement. Et je ne sais pas si c'est mes gestes qui font ça. C'est normal ? Excusez-moi. Okay. Alors, comme c'est un universitaire, il préfère faire des conférences comme moi, devant les gens. Il préfère écrire des livres et donner des cours. Et en 1920, il devient professeur à l'université de Takushoku, qui existe toujours d'ailleurs. Et il est l'un des premiers, en fait, à construire ce qu'on appelle les études coloniales à l'époque. Donc à étudier comment les empires coloniaux gèrent leur territoire. Bon, ça reste académique, mais en réalité, Okawa Shumei a une idée derrière la tête. Et à vrai dire, à la même époque, il fait connaissance de Kitaiki, celui dont je viens de parler, avec l'idée de s'associer pour rassembler d'autres asiatistes et créer une association qui mènerait ce fameux putsch. Alors, ça ne marche pas du tout, parce que Kitaiki, il veut faire la guerre aux États-Unis, et Okawa Shumei, lui, fait la guerre contre la Russie. Bon, alors il faut imaginer comme ça, pendant que Hitler commence à préparer son petit putsch dans une brasserie, eh bien, un peu avant, à Tokyo, dans un bar comme ça, il y a 2 ou 3 types comme ça qui se réunissent pour discuter comment on va faire un putsch et libérer l'Asie. Voilà. Donc autour d'un verre de saké à la place d'un verre de bière. Et bien évidemment, quand on n'est que 2 ou 3, on se rend compte assez rapidement qu'on manque de moyens. Parce que pour faire un putsch, ce n'est pas à 3 qu'on va y arriver. Donc au bout d'un moment, Kitaiki propose de braquer une banque, ni plus ni moins. Et puis Okawa Shumei, comme c'est un universitaire distingué, lui, il n'aime pas trop ce genre de choses. Donc ils finissent par se séparer. C'est pour ça qu'en fait, Kitaiki n'a pas vraiment influé sur les événements par la suite, ni Okawa Shumei d'ailleurs, encore que, on va voir. Mais du coup, Okawa Shumei, lui, continue à écrire des livres. Et il écrit, donc, par exemple, en 1922, les questions du redressement asiatique. Et dans lequel il explique que l'Asie doit être prise comme le définissent les Européens, c'est-à-dire ce vaste continent qui commence des côtes turques, qui arrive jusqu'au Japon et qui part donc de la Sibérie pour arriver jusqu'en Indonésie. Donc il englobe tout ce monde-là, et notamment le monde arabo-musulman, parce que Okawa Shumei, il prend acte justement de l'apparition du mouvement nationaliste en Égypte,
les monarchies qui commencent à se mettre en place dans la péninsule arabique, etc. Et pour lui, comment du coup rassembler ce continent si vaste de cultures et de langues si différentes? Alors la seule solution qu'il trouve, c'est d'utiliser la spiritualité pour définir l'Asie. Et du coup, il explique que l'Asie, c'est quelque chose de spirituel. C'est là où sont nées les religions, les philosophies dites orientales. Et il va opposer à cette Asie dite spirituelle l'Occident, qui est considéré comme matérialiste, individualiste, dominateur, agressif. Enfin, vous voyez les choses venir. Ce qui, du coup, va justifier que l'Asie doit se libérer de cet Occident oppresseur. Et ça tombe bien. En Allemagne, il y a un auteur qui s'appelle Spengler, qui lance la thèse du déclin de l'Occident. Bon, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais ce genre de livres, comme d'autres, ont eu aussi un écho au Japon. Et donc, Okawa Shumei était enclin justement à reprendre ces thèses pour dire que, voilà, même en Occident, on parle de déclin. Donc, l'Asie va se réveiller et on doit y participer. À vrai dire, il y aurait d'autres figures de l'asiatisme. C'est un vaste mouvement qui émerge avec des discours assez différents, mais je vais, disons, être aussi efficace que possible et avancer. Alors, j'ai évoqué les jeunes officiers. Eh bien, parmi ces jeunes officiers, il y en a un qui va jouer un certain rôle, c'est Ishiwara Kanji. Ishiwara Kanji, vous le connaissez peut-être parce qu'il y a un collègue journaliste qui a écrit il y a quelques années une biographie en français avec un documentaire qui est passé sur Arte. Donc je vous le renvoie bien volontiers si vous voulez savoir des choses un petit peu sur lui en français. Et pour ceux qui ont lu Tintin et Lotus Bleu, c'est-à-dire vous tous, là vous savez qu'il s'agit d'un coup monté par l'armée japonaise sur place, l'armée du Kwantung, qui a consisté à faire sauter le chemin de fer donc en Mandchourie, de manière à accuser les fameux bandits chinois pour justifier une intervention armée de l'armée japonaise, donc, qui devait en fait occuper toute la Mandchourie. Ce que le RG ne nous a pas dit, c'est que celui qui a imaginé ce coup d'État, c'est Ishiwara Kanji. Donc Ishiwara Kanji, il a lu Kitaiki, il connaissait Okawa Shumei et les autres, et il a totalement adhéré à cette idée de faire une guerre de libération de l'Asie. Sauf que lui, il a voulu préparer les choses à sa manière. Donc lui, à la limite, il n'était pas vraiment pour un putsch, parce que ça risquerait de déstabiliser le Japon. Il était plutôt dans l'idée de faire ce fameux coup monté en Mandchourie, avec un plan très simple. Le Japon, n'ayant que très peu de ressources naturelles, et n'ayant qu'une industrie plutôt faible à l'époque, la seule solution, c'est d'avoir une zone avec des ressources naturelles abondantes, de manière à créer une industrie forte, capable de faire la guerre. Et la seule zone à proximité, je vous le donne en mille, c'est la Mandchourie, d'où le coup monté. Et dans les plans de Ishiwara Kanji, une fois qu'on occuperait la Mandchourie, on aurait toutes les ressources naturelles disponibles, enfin possibles, de manière en fait à préparer le Japon pour faire cette guerre de libération. Et en bon militaire, Ishiwara Kanji savait que le Japon n'était absolument pas prêt pour faire une guerre contre l'Amérique et même l'Europe, donc il fallait du temps. C'est pour ça que lui, il envisageait carrément les années 1960, donc 30 ans plus tard, pour lancer cette guerre contre les États-Unis. Avec l'idée que cette guerre serait une guerre totale. Là, on reprenait une sorte de concept allemand qui avait été imaginé par le général Ludendorff à la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'idée que le Japon, s'il doit faire la guerre, engagerait tout son être, toutes ses capacités, toute sa population. Ce ne serait pas seulement une guerre de militaires, ce serait une guerre de nation contre nation qui marquerait soit la victoire totale de la nation sur son adversaire, soit sa défaite et donc sa mort. Donc c'était quelque chose considéré comme quelque chose de très très grave qui impliquerait tout le monde. Et donc c'est exactement ça qu'envisage Ishiwara Kanji. Et donc quand en 1931 il fait ce coup en Mandchourie, c'est exactement ce plan qui est censé se mettre en place. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque vous l'avez compris, aujourd'hui, la question, c'est l'enjeu mémoriel. Mais là, ce que je cherche à vous montrer, c'est que l'Asie est au centre de l'attention de ces asiatistes japonais. Alors, justement, il faut parler maintenant d'un autre général qui représente aujourd'hui encore un enjeu mémoriel de taille, c'est Matsui Iwane. Matsui Iwane,
Je vous recommande de bien de retenir ce nom parce que c'est lui qui va apparaître dans le film de tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est le général qui a pris Nankin en 1938 et c'est lui qui est à l'origine du fameux viol de Nankin, c'est-à-dire ce massacre et ces viols perpétrés par les soldats japonais pendant des jours, une fois la ville prise, avec, les historiens l'estiment, à peu près 200 000 morts, sans parler des victimes de viols, etc. etc. Donc c'est lui qui est responsable de ces actes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été criminel de guerre après 1945, et aujourd'hui encore, il représente un enjeu mémoriel, parce que en tant que tel, eh bien, aujourd'hui, il est vénéré comme dieu dans le sanctuaire du Yasukuni à Tokyo. Je vous le montrerai après. Ce qu'on ne sait moins, c'est qu'en fait, Matsui Iwane lui-même était asiatiste. En fait, il a participé à l'association de la Grande Asie, la Dai Asia Kyokai, qui a été fondée en 1933 par des civils. Il a été le premier militaire à rejoindre cette association. Et bien évidemment, il fait partie de ces jeunes officiers qui ont lu Kitaiki et les autres écrits dont je vous ai parlé auparavant. Cette association, elle a voulu faire de la propagande, elle a créé des antennes un peu partout en Asie, avec l'idée justement d'essayer de convaincre les Asiatiques de suivre un petit peu la politique japonaise. En vain, mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'en 1940, au Japon même, vous avez la photo derrière, il a fait édifier une statue du Bouddha Kannon, qui est le plus connu des Bouddhas, le plus vénéré des Bouddhas en Asie de l'Est. C'est le Bouddha de la miséricorde, donc c'est un peu une ironie que ce responsable du viol de Nankin ait pu faire cette statue de Kannon, d'autant plus que, en fait, 1940, c'est l'année où on a voulu promouvoir le Japon comme leader de l'Asie, et justement ce Kannon portait le nom à l'époque de Koa Kannon, c'est-à-dire la Kannon de la prospérité de l'Asie. Et comme la photo le montre, cette statue existe encore. Et comme la photo de gauche le montre, avec ce drapeau de l'armée impériale, régulièrement, chaque année, des individus qui appartiennent à une branche politique bien précise, c'est-à-dire l'extrême droite, vont rendre hommage à cette statue. Et bien évidemment, c'est ce genre de pratiques qui ont le don de mettre de l'huile sur le feu des relations entre le Japon et ses voisins. Alors, quand le Japon a occupé la Mandchourie, bien sûr, les Chinois ne se sont pas laissés faire. Il a fallu une guerre qui a duré quelques mois, mais à la fin, les Japonais ont triomphé. Et le gouvernement japonais a été pris de court, parce que le gouvernement japonais de l'époque n'était pas du tout asiatiste, il était tout à fait dans la coopération avec l'Angleterre et les États-Unis. Du coup, il a été mis plutôt devant le fait accompli. Malheureusement pour le Japon, cette occupation de la Mandchourie s'est suivie ou a été concomitante d'assassinats perpétrés par de jeunes paysans et des jeunes officiers contre les élites. Donc certains ont voulu appliquer les plans de Kitaiki. Donc un premier ministre a été assassiné en mai 1932. Le plus important homme d'affaires aussi. Charlie Chaplin lui-même, qui était de passage à Tokyo, a failli être assassiné par ces gens-là. Bon, il a réchappé, d'où les films qu'on peut voir aujourd'hui de Charlie Chaplin. Bref, du coup, en Mandchourie même, l'armée, une fois qu'elle a contrôlé le territoire, elle ne savait pas trop quoi faire pour légitimer la mainmise japonaise. Parce que les Européens et les Américains n'étaient pas dupes, ils ont envoyé une commission de la SDN qui n'a pas tardé en fait, à montrer qu'il n'y avait absolument pas de bandits chinois, etc. Donc en fait, les Japonais ont pris les devants sur place et on a carrément décidé de faire appel au dernier empereur de Chine, Puyi, qui était un Mandchou, puisque c'est la Mandchourie. Donc on a fait appel à lui pour créer la Mandchourie comme pays indépendant, mais avec une idée qui va être reprise pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque cette idée, c'est l'harmonie des 5 nations. Comme vous le voyez sur la diapositive à droite, la propagande qui justifiait la création de cette Mandchourie, le Manchukuo, ça veut dire Mandchourie, c'était donc de rassembler les peuples qui vivaient. Et ces peuples, vous le voyez, ils sont représentés avec leur costume national. Donc vous avez tout à gauche les Chinois, suivis des Mongols, suivis des Mandchous, suivis des Coréens et suivis des Japonais. Et si vous faites attention, ils se tiennent
bras dessus, bras dessous, donc ils sont frères, ils brandissent le drapeau de la Mandchourie. Mais si vous faites attention aux détails, vous voyez qu'il y a un homme qui est habillé de manière moderne, et pas les autres, c'est le Japon. C'est celui tout à droite. Et si vous faites attention encore plus, vous verrez que vous avez un soleil levant qui darde ses rayons sur la Mandchourie. Soleil levant, l'Asie qui renaît, mais aussi et surtout le Japon, qui brille de tous ses feux, puisque le Japon, avec le soleil levant, les rayons qui partent de ce soleil levant, c'est précisément le drapeau de l'armée impériale japonaise. Donc il y a toute cette symbolique qui annonce la couleur en 1931 de ce qui va arriver pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je passe la guerre contre la Chine, mais je vais y revenir un peu après. Comme j'ai expliqué, quand le Japon voit que la France capitule devant l'Allemagne nazie, il saisit l'occasion pour mettre la main, en plus de la Chine, donc sur l'Indochine. Et c'est là entrer dans un basculement définitif, puisqu'à partir de là, les Américains décident donc de geler les avoirs japonais, de couper la route du pétrole, donc de faire un embargo sur les ressources naturelles. Et ça représente un coup dur pour le Japon, puisque le principal partenaire économique du Japon à l'époque, c'est les États-Unis. Excusez-moi. J'espère que je n'ai pas éteint. Non, ça va. Ah, ça revient. Excusez-moi. Oui, donc le Japon veut faire la guerre, enfin se retrouve en fait confronté à son principal partenaire économique, au nom en fait de ces idéaux qui commencent à se répandre. Et c'est précisément parce que il n'y a rien d'autre à faire que faire la guerre. En fait, l'empereur n'a aucun pouvoir. Il n'y a absolument aucune force qui est capable de contrôler l'armée ou les différentes forces politiques. Le seul lien qui relie les forces politiques japonaises à l'époque, c'est simplement l'idée de faire la guerre. La guerre pour la guerre. La guerre pour unir le peuple. Donc, quand l'armée japonaise met la main sur l'Indochine, on se rend compte assez rapidement que finalement, puisque les Américains coupent la route du pétrole, pourquoi ne pas attaquer l'Indonésie, excusez-moi, les Indes néerlandaises, puisque c'est là que se trouve le pétrole, à l'époque en tout cas. Et faire la guerre contre les Indes néerlandaises, c'est bien sûr en fait mettre en pratique l'asiatisme, puisque ça veut dire du coup s'attaquer à toute l'Asie du Sud-Est, attaquer les Philippines, donc attaquer les Américains, attaquer les Indes néerlandaises, donc attaquer les Hollandais, attaquer la Malaisie, Singapour, la Birmanie et l'Inde, c'est-à-dire attaquer les Anglais. Donc du coup, on envisage très rapidement, dès 1940, que la guerre de toute façon va éclater, qu'elle sera générale, qu'on va s'attaquer à la fois aux Américains et aux Européens, mais qu'importe, le Japon étant la meilleure des nations, on va y arriver. C'est pour ça que, dès 1940, le Japon, en fait, avec Konoe Fumimaro, encore lui, envisage l'alliance avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. C'est surtout à des fins tactiques, avec l'idée que les Européens seront occupés à combattre Hitler et Mussolini de manière à faciliter la tâche de l'armée japonaise. A l'inverse, Hitler a bon espoir que l'armée japonaise l'aide contre la Russie, ce ne sera pas le cas, mais de toute façon, voilà, c'est purement tactique. Et le vrai projet japonais, c'est la fameuse sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Elle est même annoncée 1 mois avant que le Japon ne conclue l'alliance avec l'Axe. Donc en fait, le Japon va s'allier avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, surtout en fait pour occuper les alliés. Et le vrai projet japonais, c'est de conquérir toute l'Asie pour en faire sa zone donc d'influence et à travers lui donc de faire une sorte de réveil de l'Asie et donc, vous l'aurez compris, contrôler le monde tout entier. Alors en 1942, vous le savez bien, le Japon arrive à ses fins, plus ou moins, il contrôle toute l'Asie. Pas toute la Chine, mais on envisage que la Chine ne tardera pas à capituler tôt ou tard. Et donc, en juin 1942, le Japon exulte. La victoire est célébrée partout, et le discours général, c'est que Pearl Harbor et les victoires qui ont suivi ont montré que le Japon est invincible, que le Japon, en tant que nation, étant la meilleure race possible, a prouvé sa supériorité par ses victoires. Et que ces victoires, désormais, est de manière définitive. On pense que les Européens vont négocier, que les Américains vont négocier. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les Japonais vont occuper toute l'Asie,
et commencer en fait à l'exploiter, à reconnaître certains pays comme étant indépendants. Je pense à la Thaïlande, je pense à la Birmanie. Ils vont même créer une sorte de république aux Philippines. L'Indonésie, pas question, puisqu'il y a trop de pétrole, c'est trop important. Mais en novembre 1943, alors que les Américains ont déjà commencé leur contre-attaque, sachant que les choses peuvent évoluer dans le mauvais sens, les Japonais préfèrent prendre les devants et organisent une grande conférence, donc en novembre 1943, qui s'appelle donc la Daitoa Kaigi, la conférence de la Grande Asie orientale, et qui, vous le voyez sur la photo, rassemble plusieurs leaders des zones occupées. Vous avez à gauche Barmao, le responsable de l'État de Birmanie, qui est en fait un collaborateur donc, des Japonais. À droite, vous avez... j'ai oublié qui c'était, c'est pas grave, ça va me revenir plus tard. Encore à droite, vous avez le représentant de la Chine occupée, puisqu'on a réussi à débaucher un leader chinois pour monter une sorte de république de Chine aux mains des Japonais. Au centre, vous avez le général Tojo Hideki, autre compagnon de Ishiwara Kanji et autre ancien lecteur de Kitaiki, etc., vous l'avez compris, qui est à ce moment-là le Premier ministre du Japon, donc c'est lui le responsable de l'entrée du Japon dans la guerre. Et puis vous avez le chef de la République des Philippines, le chef de la Thaïlande, pardon, donc ensuite la Thaïlande, ensuite les Philippines, et puis tout à droite, vous avez Raj Behari Bose, qui est donc le chef d'un mouvement indien, donc avec des patriotes indiens, qui a pris les armes et qui est censé représenter l'Inde, qui sera du coup censée être indépendante dans les mois à venir. Et donc, au cours de cette conférence, en fait, on va célébrer l'union de l'Asie sous la direction japonaise. Et qui va rédiger la déclaration finale dans laquelle on va exalter la supériorité de l'Asie et le fait que l'Asie remplacera l'Occident dans le futur? C'est Okawa Shiomei, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'était pour la théorie. Le Japon, qui vous l'aurez compris, a fait la guerre surtout pour libérer l'Asie. Et la réalité, en fait, c'est que le Japon a voulu exploiter l'Asie et a réduit les Asiatiques en esclaves. Et donc, en fait, le Japon, qui se prétendait libérateur du colonialisme européen, a fait une œuvre de colonisation encore pire que celle des Européens et des Américains. La réalité, c'est que dès 1936, le Japon a forcé les Coréens et les Taïwanais à parler japonais du jour au lendemain, à prendre des noms japonais, donc à se japoniser de force, en estimant que, étant membre de l'Empire colonial depuis belle lurette, ils devaient devenir japonais. Et devenir japonais, ça veut dire quoi? Vous le voyez sur la photo à droite, apprendre le japonais. Et à gauche, vous avez un sanctuaire shinto, ou shintoïste, si ça vous est plus familier, en obligeant en fait tous les Coréens et tous les Taïwanais à s'y rendre, quelle que soit leur religion. Et ça, donc, ça s'est fait du jour au lendemain. Donc il faut imaginer qu'on vous dit du jour au lendemain, tu ne parles plus français, tu parles allemand, et tu vas travailler pour les usines en Allemagne. Donc le STO, pour le coup, les Japonais l'avaient inventé bien avant les nazis. En Asie du Sud-Est, la réalité de la guerre, ce n'a pas été du tout la libération. En Asie, il y avait des mouvements indépendantistes un peu partout. Et au début, c'est-à-dire durant les premiers jours de l'invasion japonaise, les différents leaders asiatiques ont cru que les Japonais étaient vraiment venus les libérer. Donc il faut imaginer Ho Chi Minh au Vietnam, enfin en Indochine, Mohamed Hatta en Indonésie, et j'en passe. Tous ces gens-là, au début, ils ont accueilli de manière favorable les Japonais, en se disant, voilà, on est enfin débarrassé des Européens et des Américains. Sauf qu'en réalité, très rapidement, ils ont dû déchanter. Les Japonais leur ont expliqué qu'en fait, l'indépendance, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'ils n'étaient pas assez civilisés, et que les Japonais les aideraient à accéder à la civilisation. Et du coup, accéder à la civilisation, ça veut dire quoi? Eh bien, je pense, j'ai essayé de trouver des images qui ont reflété ce qu'ont fait les Japonais sur place. D'abord, ça voulait dire apprendre le japonais, donc se japoniser. Donc vous avez par exemple une affiche comme ça en Indonésie où vous avez un jeune Indonésien qui proclame Bahasa Nippon,
Nippon Gozaban, c'est-à-dire vive le Japon. Donc vive la guerre de libération du Japon. C'est pareil à gauche, je crois que c'est aux Philippines. Vous avez donc une jeune Philippine qui prend la parole, comme le fait un élève japonais à l'époque, qui va déclamer en japonais que le Japon a libéré les Philippines et fait le plus grand bien pour son pays. Ça, c'est le discours forcé, et donc une japonisation forcée, qu'on essaie de mettre en place tant bien que mal, parce que le Japon n'avait pas les moyens de japoniser tout ce beau monde. Par contre, ce que le Japon a fait, c'est exactement comme les nazis et les fascistes en Europe, c'est du pillage. On a voulu critiquer le capitalisme en l'accusant de tous les maux, et en mettant en place le corporatisme, une sorte de retour aux valeurs médiévales. Mais la réalité, c'est que ni les nazis, ni les fascistes, ni les Japonais n'avaient une quelconque idée de l'économie. Donc la seule chose qu'ils ont trouvé à faire dans les pays occupés, sans doute certains d'entre vous le savent, c'est tout simplement prendre les ressources, voler les ressources, et affamer les gens, et faire travailler les gens. Donc les Asiatiques se sont retrouvés non seulement à mourir de faim parce que les Japonais prenaient toutes les ressources pour les envoyer au Japon, mais aussi à travailler de force. Il n'y a pas que le pont de la rivière Kwai, il n'y a pas que les prisonniers de guerre anglais ou américains qui ont travaillé. Je pense que la photo le montre. Beaucoup de gens ont dû travailler quasiment comme des esclaves. Et quand je dis quasiment, il faudrait même enlever quasiment. Ils ont travaillé comme des esclaves, ce qui fait que tous ces gens ont dû travailler donc de force et mourir de faim le plus souvent. Pour en rajouter une couche, l'armée japonaise s'est dotée d'esclaves sexuels, c'est-à-dire de femmes forcées à se prostituer. Ce qu'à l'époque, on appelait, sous un terme très euphémiste, c'est-à-dire de femmes de réconfort. En japonais, ça se dit i-anfu. Et ces femmes de réconfort, en fait, lors de la contre-attaque des Européens, des Américains et des Anglais, on les a trouvées, d'où ces photos, qui montrent que ces pauvres femmes, jeunes filles, le plus souvent coréennes et chinoises, mais aussi d'Asie du Sud-Est et parfois quelques européennes, se sont retrouvées complètement réduites à l'esclavage de l'armée japonaise. On estime à peu près de 200 000 femmes qui ont été victimes de cette pratique. Et tout ça, au final, qu'est-ce que ça a représenté ? Eh bien, environ 30 millions de morts. Voilà la réalité de la fameuse guerre de libération, de la soi-disant libération de l'Asie par les Japonais. 30 millions de morts, dont les 2 tiers en Chine, il faut le préciser. Mais si vous regardez les chiffres ici, vous voyez que tous les pays asiatiques ont été touchés, sachant que la population n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui, bien évidemment. Mais donc il faut imaginer que tous ces morts s'expliquent par ces politiques de pillage, de travail forcé, et puis bien sûr donc d'exploitation des personnes. Donc bien évidemment, il faut imaginer que du coup, dans chaque pays asiatique, aujourd'hui encore, on a gardé la mémoire de ces événements. Ce qui, du coup, m'amène à une seconde partie pour parler spécifiquement des questions mémorielles. Et la réalité est la suivante, c'est que la mémoire de ces événements a été largement occultée au Japon depuis 1945, et aujourd'hui, eh bien, cela lui revient en pleine figure, si je puis me permettre l'expression, parce qu'elle a été préservée dans certains pays asiatiques. Alors, le Japon, quand il a repris son indépendance et a voulu rebâtir une diplomatie en Asie, il a dû bien sûr gérer tout ça. Et donc ça s'est traduit par une gestion diplomatique en demi-teinte, avec tout d'abord un succès en Asie du Sud-Est. Avec l'Asie du Sud-Est, le Japon, dès les années 50, a réussi à normaliser ses relations, et même à son propre bénéfice, puisqu'il a convaincu les différents gouvernements d'accepter des sortes de prêts japonais pour acheter des produits japonais en échange de la normalisation. Donc non seulement le Japon s'est servi sur le dos des pays d'Asie du Sud-Est, mais il a réussi à convaincre ses gouvernements, notamment grâce à la pression des Américains, d'accepter des conditions tout à fait inacceptables et en mettant de côté tout ce qui a été fait pendant la guerre. Et ces liens, à vrai dire, n'ont fait que se renforcer par la suite, parce que le Japon a trouvé tout intérêt à bâtir des liens forts avec les pays d'Asie du Sud-Est, notamment face à la montée de la Chine. C'est un peu en substance la doctrine Fukuda de 1979 qui fait de l'Asie, aujourd'hui encore, donc disons la zone centrale de la diplomatie japonaise. Mais cette gestion diplomatique a été un échec en Asie de l'Est. Précisément parce qu'en Asie de l'Est, c'est-à-dire en Chine et dans les 2 Corées, on n'a pas du tout oublié ce qui s'est passé. Au contraire. Donc, en Corée, le seul moyen que les Japonais ont réussi à obtenir une normalisation, donc c'est-à-dire
l'établissement de liens diplomatiques, ça a été fait en 1965, donc assez tardivement, et uniquement parce que le chef de la Corée du Sud à l'époque, c'était un ancien officier de l'armée impériale japonaise, Park Chung-hee, dont la fille a été Premier ministre il y a quelques années. Avec la Chine, il y a eu aussi une normalisation en 1972, et ce parce que les Américains en fait, ont poussé en ce sens, ce qui du coup a représenté pour le Japon l'obligation d'abandonner Taïwan, bon, même en maintenant des liens forts. Et malgré cette normalisation, comme les peuples n'avaient pas oublié ce qui s'est passé, il ne faut pas s'étonner qu'à partir des années 2000, à vrai dire depuis les années 90, mais surtout après les années 2000, la tension entre le Japon, la Chine et les deux Corées n'a fait que grandir à cause de ces questions mémorielles. Alors, au Japon, me direz-vous, quelle était la mémoire de la guerre? Eh bien, en fait, c'est une mémoire sélective. Le Japon, quand il parle de la Seconde Guerre mondiale, il parle surtout des bombardements atomiques. Et généralement, on parle surtout de Hiroshima et Nagasaki, et vous verrez le Premier ministre, Kishida, par exemple, en l'occurrence pour cette année, donc le 15 août, chaque 15 août, date de la capitulation japonaise, sonner une cloche à Hiroshima et déclarer que le Japon est un pays qui aime la paix, qui veut la paix, etc. Sauf que le Japon dont il est question, c'est un Japon qui a accepté la défaite et qui surtout se rappelle des bombardements atomiques. Au Japon même, à vrai dire, il n'y a pas que les bombardements atomiques, il y a aussi le retour des colons. Et souvent, quand on pense aux souffrances de la guerre, les Japonais se remémorent leurs propres souffrances. Celles des bombardements atomiques, celles du retour des colons qui s'étaient installés en Mandchourie, en Corée, en Chine ou ailleurs. Et dans les musées comme le musée de Showa, celui donc des années 1926-1989, on met surtout l'accent pour ces années-là par rapport aux souffrances des civils japonais. Donc les bombardements américains sur Tokyo ou les bombardements atomiques, ça les Japonais s'en souviennent très bien et sont largement prêts à en parler. Par contre, l'Asie est complètement oubliée. La littérature japonaise qui parle de ces années va surtout parler des souffrances des soldats japonais, perdus dans la jungle, quelque part, à combattre, etc. Un cas typique, le roman de Okawa Shohei, Les Feux, qui se passe pourtant aux Philippines, va surtout se concentrer sur la figure du soldat et faire apparaître les Philippins vraiment en arrière-plan et en fait, sans jamais leur laisser la parole. Les femmes de réconfort, en 1974, si je ne me trompe pas, elles font l'objet d'un film, mais qui est en fait des femmes de réconfort japonaises de l'île de Kyushu qui suivent l'armée japonaise en Chine. Alors c'est vrai que les premières femmes de réconfort ont été japonaises, c'est vrai. Mais faire un film comme ça, avec déjà une couverture de mauvais goût, on en convient, c'est surtout un moyen d'occulter les 199 900 asiatiques qui étaient esclaves sexuels et dont on ne parle jamais dans ce film. De même qu'à gauche, en 1956, quand on veut parler de la Birmanie, avec donc le film qui s'appelle La harpe de Birmanie, c'est surtout pour se remémorer, enfin pour faire parler un officier japonais qui veut devenir moine bouddhiste et qui en fait revient au Japon en essayant de célébrer la mémoire de ses camarades tombés au combat. Quid des Birmans? Zéro. Donc vous aurez compris qu'en fait, alors que l'Allemagne a fait un travail de dénazification et donc de mémoire sur la guerre, au Japon, il n'y a rien. Alors, bien sûr, j'exagère un petit peu. Certains Japonais ont fait des choses en la matière. Et à vrai dire, dans les années 90, on a commencé à parler des fameuses femmes de réconfort. Et ça, on le doit en fait au départ à un premier témoignage dès 1971, qui avait commencé à faire parler de la chose, auquel s'ajoute en 1982 un autre témoignage d'un Japonais qui prétendait avoir participé en tant que militaire au recrutement de ces femmes de réconfort. Il s'est avéré que c'était faux, mais au moins ça a eu le mérite de continuer à faire parler de la chose. Et surtout en 1991, pour la première fois, il y a eu une femme de réconfort qui a eu le courage de porter plainte contre l'État japonais. C'était une Coréenne qui s'appelait Kim Hak-sun. Et du coup, certains historiens japonais ont voulu faire des recherches sur ce phénomène pour montrer la réalité
et montrer que l'armée japonaise s'était bel et bien rendue coupable de la réduction de l'esclavage de centaines de milliers de femmes, etc. Et cet historien, enfin un des principaux historiens de la matière, c'est Yoshiaki Yoshimi, qui a commencé à écrire en 1992. Bien évidemment, quand il y a ce genre d'initiative, il y a toujours, du côté de l'extrême droite, des révisionnistes qui commencent à prendre parole, soit pour nier les faits, soit pour les minimiser. Donc bien évidemment, il y a aujourd'hui encore des discours venant de l'extrême droite qui en fait vont soit nier les faits, soit les minimiser. Et parmi ces gens d'extrême droite, il y a aussi des historiens malheureusement qui ont formé une sorte de groupe qu'on appelle la Tsukurukai et qui du coup ont produit une sorte de manuel révisionniste dans lequel en fait les années d'occupation de l'Asie sont présentées comme une libération et surtout pas comme une occupation. Et pour dire que ça va loin, Abe Shinzo, qui a été assassiné il y a c'était l'année dernière, non? J'ai un peu oublié déjà. C'était il y a quelques temps, on va dire. Abe Shinzo, donc ce Premier ministre qui a gouverné le Japon pendant plusieurs années quand même, lui-même était lié à ces gens-là. Ce qui fait que pendant très longtemps, lui aussi, en tant que Premier ministre, il a nié les faits. Et sous la pression des Américains, notamment en 2007, donc à l'époque d'Obama, si je ne me trompe pas, il a essayé de commencer à gérer la chose. Et il se trouve qu'en 2015, il a présenté des excuses et il a proposé 1 milliard de yens de dédommagement. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'en 2015, qui est au pouvoir en Corée du Sud, le pays auquel propose Abe Shinzo ce milliard et ses excuses, c'est la Corée du Sud, dont est à la tête Park Geun-hye, fille de Park Chung-hee, le dictateur de 65. Donc, entre nationalistes, on est prêt à s'entendre, et Park Geun-hye avait voulu accepter cette offre aux grandes dames d'une partie de la population. D'autant plus que ces excuses n'étaient pas du tout officielles, ce n'est pas l'État japonais qui s'excuse, c'est Abe Shinzo en tant qu'individu. Donc ça n'engage à rien en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les Coréens et d'autres sollicitent des excuses de l'État japonais par rapport à ces années de guerre. Alors, ce qui est arrivé ces dernières années, c'est que Park Geun-hye est tombée. En fait, elle a été accusée de corruption. Du coup, elle a été démise de ses fonctions. Et du coup, en fait, cette tentative japonaise par Abe Shinzo de normaliser la question des femmes de réconfort est tombée à l'eau. Aujourd'hui encore, beaucoup de femmes de réconfort portent plainte contre le Japon. C'est surtout des Coréennes. Les Chinoises, on ne les entend pas trop, malheureusement. Et le gouvernement japonais attend tout bonnement que ces femmes meurent. Comme ça, le problème disparaîtra avec. Bien sûr, c'est une illusion, puisque l'opinion coréenne a pris connaissance du phénomène. Et aujourd'hui, les relations entre le Japon et la Corée du Sud sont très tendues, surtout que les Coréens n'hésitent pas à prendre des initiatives comme celle-ci, à savoir construire une statue d'une jeune fille qui a été envoyée dans l'armée japonaise. Et où est-ce qu'elle a été placée, cette statue? C'est devant le consul japonais à Busan. Alors c'est à moitié une blague, mais c'est ce genre d'événement qui est du coup à provoquer un gel des relations entre les deux pays qui dure encore. Et pour les Coréens, il faut bien souligner qu'il ne s'agit pas que de la guerre, parce que les Coréens ont été colonisés par les Japonais dès 1910 avec moult exécutions, avec moult tortures. Si vous avez l'occasion de visiter Séoul, vous pouvez visiter la prison de Sodaemun, qui est celle construite par les Japonais dans laquelle vous avez tous ces gens qui ont été torturés. Et donc, pour les Coréens, au-delà de la guerre, c'est toute l'occupation japonaise depuis 1910 qui fait l'objet d'un enjeu mémoriel, et pour lequel les gouvernements coréens sollicitent des excuses. Et malheureusement, à part des historiens, le gouvernement japonais ne fait pas grand-chose. Non seulement le gouvernement japonais ne fait pas grand-chose, mais l'extrême droite est assez active avec des récits pseudo-académiques qui prétendent montrer Asia o Kairo Shita Daito Asenso, la guerre de la Grande Asie qui a libéré l'Asie. La guerre de la Grande Asie orientale qui a libéré l'Asie. À droite, vous avez Daito Asenso no Shotai, donc le vrai visage de la guerre de la Grande Asie Pacifique. Ce qui fait que quand vous entendez un japonais qui parle de la guerre de Grande Asie orientale, donc Daito Asenso, fuyez, parce que à tous les coups, c'est un révisionniste.
Et ces tentatives vont assez loin. On a un manuel scolaire à gauche, qui heureusement n'a pas eu grand succès. Et puis à droite, vous avez des mangas. Vous savez que les Japonais aiment les mangas, pas que les Japonais d'ailleurs, mais des gens comme Kobayashi Yoshinori, donc un mangaka, un dessinateur de manga, a donc voulu relire l'histoire sous la forme de bande dessinée. Et je pense que l'image à droite est assez parlante. On voit l'armée japonaise qui défie des Européens et des Américains complètement apeurés, bien sûr avec l'idée de célébrer la guerre de libération de l'Asie. Alors ça, bien sûr, c'est extrême. Quand on regarde un petit peu les Japonais d'une manière plus globale, évidemment, la plupart des Japonais ne veulent pas la guerre. Beaucoup de Japonais aujourd'hui, surtout les jeunes, savent que le Japon a fait de mauvaises choses. Mais bien évidemment, il y a un discours général qui est plus relatif. Par exemple, si vous prenez ce manuel qui est très courant au Japon, Nihon no Rikishi, vous voyez que pour la période de la guerre, on a Hiroshima, on a une jeune fille et une petite fille, on a exactement une image très douce qui va dans le sens du Japon victime de la guerre, pas du Japon qui a fait oppression sur les Asiatiques. Au contraire, on a même des tentatives qui sont plutôt grand public, donc là du coup c'est pas vraiment l'extrême droite, c'est vraiment grand public, de films, quand ils parlent de la guerre, c'est pour parler de combat, aux faits militaires, comme avec le cuirassé Yamato, et vous le voyez, pour se souvenir de la guerre, on va surtout se souvenir de ça, plutôt que des images que je vous ai présentées auparavant. Alors ceci étant dit, il y a comme des lueurs d'espoir. Aujourd'hui, vous savez que dans les rues de Bordeaux ou d'ailleurs, il y a des hordes de jeunes qui font des gestes un peu bizarres en parlant en scandant des termes comme TBS ou K-pop. Mais cette vague qui frappe la jeunesse française aujourd'hui, en réalité, elle a commencé au Japon. Puisque dès les années 2000, on a une vague coréenne qui a commencé au Japon, vous le voyez à gauche, et en fait, les jeunes générations de Japonais sont totalement fascinés par la Corée, donc la culture populaire coréenne. Donc eux, ils sont complètement sortis de ce sentiment de supériorité, de ce mépris que leurs aînés avaient vis-à-vis de l'ancien pays colonisé. Bien sûr, dans ce genre de cas, l'extrême droite essaye là encore de proposer un discours critique avec un manga, comme vous l'avez à droite, le Kenkanryu, je hais la vague coréenne. Et si vous connaissez un peu le japonais, les quelques phrases qui figurent sur la couverture, en fait, veulent dire que la Corée est un pays sournois et méchant qui en veut aux Japonais. Et bien évidemment, par rapport à la colonisation, on va accuser les Coréens d'être des ingrats. Alors eux à qui on a apporté la civilisation, de ne pas vouloir aimer le Japon, c'est vraiment un scandale. Vous remarquerez que j'ai beaucoup parlé de la Corée du Sud par rapport à ces enjeux mémoriels. Quid de la Chine? La Chine, c'est un cas de figure un peu différent. La Chine n'a pas laissé trop parler les femmes de réconfort, qui pourtant, sans doute, voudraient, elles aussi, porter plainte contre le Japon. La Chine est plutôt dans une autre perspective, et elle a des enjeux diplomatiques différents, puisqu'elle envisage d'occuper des îles qui appartiennent au Japon, les îles Senkaku, qu'elle appelle les Diaoyu. Par contre, là où il y a un point sur lequel elle rejoint la Corée du Sud et même la Corée du Nord, la Corée du Nord, je laisse un peu tomber, faute de temps, c'est par rapport au sanctuaire du Yasukuni. Le sanctuaire du Yasukuni, il a été fondé il y a bien longtemps pour célébrer les morts tombés lors des guerres donc, du Japon impérial. C'est un peu l'équivalent de l'Arc de Triomphe, à la base, à l'origine. À ceci près que dans ce sanctuaire, puisque c'est un sanctuaire shinto, toutes les personnes enregistrées, et même les animaux à vrai dire, sont enregistrés comme des dieux. Donc il ne s'agit pas seulement de rendre hommage, mais aussi de rendre un acte religieux. Et le problème, c'est que quand les Américains ont démantelé le régime impérial, avec les démocrates japonais, ils ont laissé quelques institutions en l'état, telles que le sanctuaire du Yasukuni. Et dans les années 70, le prêtre principal de ce sanctuaire s'est mis en tête, tout seul, d'inscrire dans la liste des dieux les criminels de guerre des tribunaux de Tokyo. Et pas seulement, aussi des Coréens qui ont été forcés à travailler dans les bases japonaises et qui se sont retrouvés du coup tués lorsque les Américains ont contre-attaqué et qui du coup sont double peine. Non seulement ils étaient colonisés par les Japonais, mais ils se retrouvent encore dans leur mort domestiqués par les Japonais sous forme de dieux au service du régime impérial.
On peut aussi ajouter les chrétiens, qui n'avaient rien demandé, les chrétiens japonais, hein, qui n'avaient forcément rien demandé, mais qui se trouvent eux aussi inscrits dans les listes de Dieu. Donc c'est à la fois un problème purement japonais, du point de vue du système japonais, puisque ça remet en cause un petit peu la laïcité à la japonaise. Surtout que dans les années 2000, les premiers ministres, surtout Abe Shinzo, hein, vous voyez la photo à gauche, il est là, il commence à rendre visite au sanctuaire du Yasukuni, pour rendre justement hommage aux Japonais morts lors de la guerre. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que dans ce sanctuaire, il y a un musée, le Yushiukan, qui fait l'apologie des guerres japonaises. Donc on n'est pas du tout dans la critique, au contraire, on est dans l'apologie, hein, donc la guerre, la libération de l'Asie, dans les locaux du sanctuaire. Et tous les 15 août, vous avez ces gens, à droite, qui défilent en uniforme avec le drapeau de l'armée impériale. C'est un peu l'équivalent du 1er mai à Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce jour-là, je vous le conseille, il vaut mieux pas être dans ce sanctuaire si on n'est pas japonais. Surtout si on a une tête, disons, de l'oppresseur occidental. Et donc, lorsque Abe Shinzo et ses prédécesseurs commencent à rendre visite au sanctuaire de Yasukuni, au départ, ils essaient de faire ça le 15 août, jour de la capitulation, et comme ça provoque un gros scandale en Chine et en Corée, ils essaient de faire ça à des jours décalés, mais il n'en reste pas moins qu'un Premier ministre japonais va rendre un hommage à des criminels de guerre. Imaginez si le Premier ministre allemand s'amusait à aller à une messe en l'honneur de Himmler ou Goebbels. Ben, c'est un peu ça. Donc c'est pas pour rien que les Chinois et les Coréens, à partir de 2005, ont vu des vagues de colère anti-japonaise déferler dans les rues, parce qu'on voyait bien que le gouvernement japonais n'était pas du tout sincère, et on considérait qu'une bonne partie de l'opinion était tout aussi, finalement, anti-asiatique. Donc forcément, les enjeux de mémoire sont toujours importants. Et aujourd'hui, à l'heure où il y a cette guerre en Ukraine, avec la possibilité d'une invasion de Taïwan par la Chine, il faut bien prendre conscience que le gouvernement japonais, qui est toujours tenu par les mêmes, le PLD, le Parti libéral-démocrate, donc des conservateurs, donc des successeurs d'Abe Shinzo, sont tout à fait prêts à utiliser ces événements, donc, en expliquant que la Chine est dangereuse et que pour la seule solution, c'est d'abandonner l'article 9 de la Constitution qui fait du Japon un pays pacifiste et au contraire de se réarmer. C'est déjà en cours et des gens comme Abe Shinzo et les autres n'attendent que ça pour aller plus loin. Et je crois que j'ai fini. Je vous remercie. Alors, vous avez tenu le temps parfaitement, puisqu'il nous reste un quart d'heure. Donc, j'imagine que vous avez des questions. Alors, levez bien pour que je puisse vous voir. Merci pour tout. Je voudrais revenir sur la notion de racisme au Japon. Est-ce qu'il faut entendre exactement la même chose qu'en Occident, ou est-ce qu'il y a des notions un peu différentes, avec une histoire différente ? Alors, pour faire simple, le concept de race, Jinshu, est apparu à la fin du XIXe siècle, en même temps que bien d'autres termes. Donc il a été compris exactement au même sens qu'en Europe. Après, on a, comme j'ai essayé de le montrer, ce discours sur race jaune, race blanche, etc., c'est tout à fait diffusé au Japon. La seule différence, c'est qu'en fait, les Japonais s'identifient à la race jaune, forcément, de ce point de vue. Pas forcément tous, loin de là, mais ce genre de discours a pu connaître des variations pendant la guerre. Et pendant la guerre, par exemple, il y avait un terme assez courant qui était celui de race de Yamato. Bon, c'est un terme tellement vague qu'on peut finalement inclure ce qu'on veut. Donc certains ont voulu considérer que le Japon était une race, d'autres ont considéré qu'il faisait partie de la race jaune. Le terme race asiatique aussi a pu exister, mais fondamentalement, ce n'est pas très différent de ce qu'il y avait en Europe. Vous avez fait un exposé parfait, très intéressant, et Merci. vous avez appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Il y a un petit détail sur lequel je voudrais revenir. Vous n'avez pas parlé des mafias japonaises. Or, les Américains, quand ils sont rentrés au Japon, se sont bien appuyés sur l'extrême droite et les mafias, comme ils l'ont fait en Italie, à Naples, en Sicile. Là, en Italie, je comprends, il y avait peut-être un danger communiste.
est-ce qu'il existait au Japon? Premier point. Et il y a eu quelques années, un géo sur le Japon qui était très intéressant. Et moi, je me souviens d'un détail. Un détail, c'est pour sourire. Ouais. À la fin du 19e siècle, ils ont envahi la Corée. Hein. Il y avait une vieille impératrice de 89 ans qui devait assassiner. Oui. Et avant de l'assassiner, ils l'ont violée. J'avoue que vraiment, c'est une faute de goût. Voilà. C'est pas seulement une faute de goût, c'est un crime, mais bon. Alors, j'ai pas forcément tout pu expliquer, mais il faut imaginer que au Japon, face à un régime très dur, très autoritaire, l'opposition a assez tôt basculé aussi dans une sorte d'option pas extrême, mais disons forte. Et donc l'attraction communiste a été très forte au Japon. Donc faut surtout pas penser que tous les Japonais étaient asiatistes. Hein. On a vu que c'est un mouvement qui a émergé lentement, qui a pris du temps à s'imposer. Et en réalité, la majeure partie de la jeunesse japonaise dans les années 20 était plutôt anarchiste ou communiste, à vrai dire, surtout dans les villes. Donc pour dire que voilà, il y avait tout ce caractère, disons, radical, autoritaire, est allé un peu dans l'extrême, justement, dans l'autoritarisme, précisément pour répondre à cette peur d'une révolution communiste. Konoe Fumano lui-même, en 1945, il a pressé le Japon de capituler, craignant qu'une révolution communiste éclate et mette le trône impérial à bas. Et donc, oui, il y a l'extrême droite, enfin les Yakuza, donc la mafia japonaise, qui a existé dès cette époque et qui a souvent servi en fait d'outil pour les hommes politiques japonais avant, pendant et après la guerre pour justement réprimer les mouvements ouvriers, les grèves. Le cas typique, c'est 1960, quand une immense majorité de la population japonaise refuse le traité d'alliance avec l'Amérique, donc le traité militaire par lequel l'Amérique protège le Japon, qui veut dire du coup présence d'une armée japonaise, d'une armée américaine au Japon. Quand la population défile pour protester contre ce que le gouvernement veut mettre en place, eh bien, le gouvernement n'hésite pas à faire appel aux mafieux et à l'extrême droite pour taper sur les étudiants, taper sur les gens, pour les faire taire. Enfin, je donne un seul exemple, et ça, un parmi d'autres. Alors après, par rapport à la reine de Corée, ça c'est encore une autre histoire, donc comme il y a d'autres questions, ne me veuillez pas, je laisse de côté. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez parlé de cet officier supérieur qui s'appelle Ishawara Kanji. Oui. Il y a eu effectivement un documentaire sur Arte qui était très très intéressant et il racontait une chose assez curieuse parce que ce haut officier, c'est lui qui a créé l'incident du train là, qui a forcé la main au gouvernement japonais pour attaquer la Mandchourie. Mais oui. Quand ce même officier a entendu parler que d'autres officiers voulaient attaquer la Chine, alors là, d'après ce que j'ai donc retenu, il s'y est opposé vigoureusement en disant « mais non, il ne faut pas attaquer la Chine parce que la Chine doit être notre allié ». Et donc, je suis un peu surpris de ça par rapport à ce que vous avez raconté. Est-ce que c'est vrai, effectivement? Est-ce que c'était bien comme ça? Alors, c'est vrai. Il y a des considérations tactiques, puisque Ishawara Kanji voulait créer une industrie de guerre, donc s'amuser à envers la Chine, c'était trop tôt. Et alors, les Japonais, même asiatistes, même cette petite minorité d'asiatistes, ont eu un problème avec la Chine. Parce qu'en fait, le rêve de ces asiatistes, c'est d'avoir une Asie qui se réveille, notamment la Chine, mais en obéissant au Japon. Donc, en fait, quelque chose de complètement impossible. Ce qui fait que quand les Japonais ont envahi la Chine en 1937, beaucoup d'asiatistes ont protesté en disant que c'était un cauchemar, c'est pas possible. Et en fait, au lieu de critiquer l'armée japonaise ou le gouvernement en disant non, il faut arrêter, ils ont critiqué les Chinois en leur disant capitulez. Et en fait, ce que n'avaient pas compris les Japonais d'une manière générale, c'est tout simplement qu'il existait un nationalisme chinois, que les Chinois, légitimement, voulaient devenir indépendants, redevenir un pays libre, exactement comme eux-mêmes. Et ça, ils ont été incapables de le comprendre, tout simplement parce qu'ils souffraient du même complexe de supériorité que les Européens avaient par rapport à leur propre colonie. Là, pour être franc, les Japonais n'ont pas agi différemment des Français. Qu'est-ce qui s'est passé
le 8 août 1945, on a célébré la capitulation de l'Allemagne nazie et tout ça, mais en même temps, on a tiré sur les Algériens, les Malgaches, et j'en passe. Donc on a les mêmes contradictions, s'expliquent par justement ce principe de supériorité qu'on a en tête. Et c'est pour ça que le gouvernement japonais a toujours évoqué cette guerre contre la Chine comme étant l'incident chinois, en accusant la Chine d'être aux mains des Européens et des Américains et de ne pas obéir au Japon. Donc ils étaient incapables de penser que les Chinois pouvaient agir par eux-mêmes. Poutine avec l'Ukraine, c'est un peu la même histoire. C'est pas une guerre, c'est une opération spéciale et l'Ukraine est une poupée entre les mains des États-Unis. Bon, là, je commence à extrapoler, excusez-moi, mais c'est un peu, à mon sens, du même ordre. Pourquoi les Américains n'ont pas fait des procès des dignitaires de l'armée japonaise de la même sorte qu'ils ont fait le procès de Nuremberg? Pourquoi il n'y a pas eu ce retentissement et cette punition et cette mémoire qui serait aujourd'hui efficace par rapport aux exactions? Alors, ce serait difficile de vous répondre de manière brève, mais disons que je pense que déjà, dès la guerre, le conflit avec le Japon était considéré comme mineur par les Américains. N'oublions pas que quand il y a Pearl Harbor, Roosevelt a tout de suite déclaré que l'ennemi principal, c'est l'Allemagne, c'est pas le Japon. Donc quand vous considérez que le conflit avec le Japon, c'est mineur, finalement, la résolution du conflit sera gérée de la même manière. Donc finalement, les tribunaux ont eu un rôle, disons, mineur comparé à ceux de Nuremberg, parce que le grand méchant, c'était Hitler, c'était le grand Satan. Donc du coup, forcément, le Japon avait une place minorée. Après, dans les tribunaux de Tokyo, il y a eu des dignitaires qui ont été jugés, et certains même exécutés. Il y a eu Oka Shumei, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, il a fait partie des accusés et condamnés des tribunaux de Tokyo. La seule différence avec les tribunaux de Nuremberg, mais c'est de taille quand même, il y en a deux, enfin, pour schématiser. La première, c'est que les Américains considéraient qu'ils avaient besoin d'un Japon assez stable, justement pour éviter la contagion communiste. Donc ils n'ont pas hésité à laisser les fonctionnaires du régime impérial en place, et même à reprendre des anciens officiers de l'armée impériale pour servir de policiers. Donc le travail à ce niveau-là n'a pas été fait du tout. Donc des papons, on en a eu à l'appel au Japon. Et puis deuxièmement, la population n'a pas du tout été l'objet d'une campagne de sensibilisation au crime et même à la colonisation, comme ça a été en Allemagne, parce qu'on considérait que ce n'était pas très important. Et la guerre froide, bien sûr, a précipité les choses. Je pense que peut-être parce qu'on a mis trop l'accent sur ce qui s'est passé en Europe, on a négligé ce qui se passait en Asie, alors que peut-être on aurait dû faire attention aussi aux souffrances des Asiatiques, même si bien évidemment ce qui s'est passé en Europe est, en termes de souffrance est une toute autre échelle. Alors, si quelqu'un a une question, oui. En mars 1945, les Japonais s'emparent des militaires français. Ils en exécutent un certain nombre, ils en gardent prisonniers. Et puis, avec les bombes atomiques, ceux qui ont été prisonniers ou certains reviendront. Est-ce que les Français, je ne suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup la mémoire. Est-ce que les Japonais en ont la mémoire? Pas du tout. De la même manière qu'à la veille de la capitulation, les généraux japonais ont donné des armes aux Indonésiens en célébrant l'indépendance de l'Indonésie, en disant voilà, nous on perd, mais prenez la suite, combattez les Hollandais. Ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait un peu partout ailleurs, mais bien évidemment, les Asiatiques n'étaient pas dupes, parce qu'ils savaient très bien que les Japonais faisaient ça, parce qu'ils étaient en train de perdre, mais ils ont quand même saisi l'occasion, puisqu'ils n'avaient pas d'armes à la base, donc ils savaient que s'ils ne faisaient rien, les Hollandais ou les autres allaient revenir et rien ne changerait, donc ils ont pris les armes, et c'est bien pour eux, puisque du coup ils sont devenus indépendants. Mais au Japon même, à ma connaissance, on n'a pas vraiment gardé mémoire de ces choses. Eh bien, une dernière question, et je pense que
Merci beaucoup, monsieur, pour cette conférence. Merci. Concernant Abe Shinzo Abe, ça dépend comment on le dit, ça a eu beaucoup de retentissement, son assassinat, c'était l'an dernier, juillet l'an dernier, je crois, oui, à peu près l'été dernier. Ouais. Est-ce qu'on sait qui a commandité cet assassinat? Parce qu'on n'en a plus entendu parler du tout. Alors sûrement c'est très, très flou et très complexe, mais est-ce que vous avez des éléments éventuellement à nous donner? Merci. Merci. Alors a priori, une secte serait en jeu, c'est la secte Moon, une secte coréenne d'ailleurs, et malheureusement j'en sais pas plus. Je sais que certaines sectes peuvent avoir des liens importants dans les institutions japonaises, voire dans le public. La secte Aum Shinrikyo qui a fait l'attentat dans le métro de Tokyo en 1995, quand elle a fait ça, du coup on s'est retrouvé avec beaucoup d'adhérents, même dans des institutions prestigieuses, donc ça a été un grand scandale. Mais à quel point il y a des liens comme ça entre hommes politiques et cette secte, malheureusement, je n'en sais pas plus, donc je ne peux pas trop répondre, je suis désolé. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.